Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. Dans cet épisode printanier, nous allons aborder le thème des fleurs faciles à cultiver qui nous fournissent aussi des modèles pour nos tableaux d'après nature. Nous allons commencer par des observations et conseils pour les peindre. Ensuite, nous parlerons des astuces pour créer des bouquets qui durent longtemps. Et enfin, nous évoquerons des idées de fleurs que vous pouvez faire pousser chez vous. S'il est tout à fait possible et agréable de peindre des fleurs d'après photo, je trouve que la peinture d'après un sujet réel posé devant nous est une expérience tout à fait différente. Sans le prisme de l'écran ou de l'encre de l'impression, la fragilité et la délicatesse des pétales nous apparaissent. Notre œil perçoit les plus subtiles variations de couleurs et de lumière et nous pouvons nous en inspirer pour créer des fleurs plus vivantes et plus proches de notre observation ou de notre impression. Si comme moi, vous êtes un amoureux des fleurs, je suis sûre que vous constaterez que vos émotions sont bien plus vives lorsque vous êtes en présence d'une fleur vivante. Les émotions, et notamment le plaisir, se communiquent bien souvent dans notre art, d'où un double intérêt, celui de passer une séance plus agréable et potentiellement de créer un tableau d'une plus grande sensibilité. Pour profiter de toute la délicatesse de vos sujets, je vous recommande vivement de les positionner sous une source de lumière naturelle. C'est important selon moi car la lumière artificielle crée bien souvent des ombres inhabituelles et elle annule totalement la lueur si attractive qui semble souvent émaner du cœur des fleurs. Par ailleurs, n'hésitez pas à placer votre bouquet devant un fond, idéalement de la couleur que vous aimeriez pour votre tableau. Cela a deux avantages. Le premier, c'est que cela vous aide à visualiser la couleur qui sera la plus harmonieuse et qui mettra le mieux en valeur vos fleurs. Et le second avantage, c'est que cela vous aide aussi à vous concentrer sur votre bouquet qui se détache du coup parfaitement d'un fond uni. Pour créer ce fond, personnellement, j'utilise de grandes feuilles à dessin colorées. Certains artistes utilisent aussi un drap qu'ils suspendent derrière leur sujet. Je n'hésite pas à me servir de raffia pour maintenir les fleurs dans certaines positions si nécessaire. Et je sais que dans les vases très larges, on peut aussi utiliser du grillage à poules pour créer des petits emplacements et ainsi arranger notre bouquet plus facilement. Lorsqu'on peint un sujet vivant tel qu'une fleur, nous devons nous adapter à ses mouvements, discrets mais constants. Au-delà du défi que cela représente pour nous et des précieux enseignements de cette mise en difficulté, en adaptant notre peinture au fur et à mesure des changements du modèle, nous peignons d'une autre manière. Et si vous êtes habitué à travailler d'après photo, vous découvrirez un type de peinture non figé qui évolue en même temps que votre sujet. Je suis ravie de partager la participation d'Emma qui nous donne ses conseils pour peindre les fleurs, mais aussi ses variétés préférées à cultiver au jardin. Bonjour à tous, je vais déjà commencer par les fleurs qui sont faciles à cultiver pour moi et je pense directement aux pavots de Californie et aux nigelles de Damas. Même si ce sont des plantes annuelles, on les sème, on arrose un peu, elles germent pratiquement tout de suite. Elles ont une floraison hyper abondante et en plus, elles font énormément de graines qui se ressèment toutes seules pour l'année prochaine. Donc une fois qu'on les a semées, elles reviennent chaque année sans rien faire et encore plus nombreuses. Donc celles-ci, elles font vraiment partie de mes préférées, même s'il y en a énormément d'autres. Je pense aussi au cosmos, aux mufliers aussi. Ceux-là, je les aime énormément pour leur couleur vive et leur forme originale. Pour ma part, je trouve que toutes les fleurs sont agréables à peindre, mais je pense qu'elles n'ont pas la même difficulté selon leur structure et selon leur couleur. En tout cas, je trouve que pour les débutants, ça reste des sujets formidables, car les fleurs nous autorisent à avoir une esquisse imparfaite, du fait même que la végétation et la nature en général est de toute façon pleine d'imperfections. Donc même si on se trompe un petit peu sur l'esquisse, ça ne paraîtra pas bizarre au résultat final.
Donc quand on se lance dans la peinture d'une fleur, je pense qu'il faut déjà privilégier une vue de face, une structure simple, c'est-à-dire peu de pétales, avec des couleurs monochromes, voire bicolores, mais ne pas se rajouter trop de nuances différentes parce que ça ajoute forcément de la difficulté. Je pense aussi que les fleurs blanches ou celles qui ont des pétales très pâles ou très pastels sont beaucoup plus difficiles à peindre. Il faut avoir un sens de l'observation très pointu pour arriver à percevoir toutes les petites nuances infimes qui composent le blanc et les couleurs très claires car elles sont énormément dépendantes de leur environnement. Mais ce qui est absolument génial avec les fleurs, c'est qu'on a quand même tout un panel de fleurs simples jusqu'aux fleurs les plus complexes qui nous permettent d'évoluer à notre rythme. Les fleurs que l'on retrouve en grappe, typiquement les lilas, les hortensias ou par exemple même les buddléias. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le buddléia qui est un arbre majestueux et qui attire des dizaines et des dizaines d'espèces différentes de papillons. Donc pour les amoureux des papillons, c'est vraiment un arbre à avoir qui est facile, qui fait des fleurs à foison et qui est super costaud en plus. Mais pour revenir à toutes ces fleurs en grappe, elles demandent vraiment beaucoup de travail, de la minutie, à gérer les différentes orientations des fleurs sur la même grappe et donc des lumières et des ombres totalement différentes selon les fleurs. Donc elles font vraiment partie des fleurs complexes à réaliser. Ensuite, il y a la question de la technique pour les peindre. Alors je trouve que certaines fleurs se prêtent beaucoup plus à l'aquarelle quand d'autres se prêtent plus au pastel. Par exemple, les pensées sont pour moi idéales à reproduire à l'aquarelle car entre les deux couleurs, il y a une espèce de fusion filamentaire que l'on peut facilement avoir avec le travail dans l'humide sur papier 100% coton. Autre exemple, avec des fleurs de lys blanches, je favoriserais plus la technique du pastel car je trouve que c'est beaucoup plus facile de rendre la texture de leurs pétales ainsi que cette couleur si difficile qu'est le blanc. On peut lui apporter beaucoup plus de nuances et beaucoup plus facilement avec des crayons pastels ou des bâtonnets qu'avec de l'aquarelle. Mais tout ceci reste mon point de vue, bien sûr, et ça ne m'empêche pas d'ailleurs de tester des fleurs blanches à l'aquarelle également. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et merci à toi, Emma, pour ce partage de ton expérience. Vous pouvez retrouver les peintures d'Emma sur son compte Instagram Link Art Stories. Si vous n'avez aucune idée de la façon dont on l'écrit, vous pouvez regarder votre écran. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Emma, merci d'avoir cité des fleurs qui ne sont pas nécessairement des fleurs à bouquet comme les pensées par exemple, mais que l'on peut quand même absolument peindre d'après nature pour peu qu'on les ait plantées en pot. Et de cette façon, toutes les petites fleurs trop basses pour être coupées peuvent nous servir de modèle vivant à notre guise. On peut citer les ravissants myosotis, le cyclamen qui a été cité dans vos réponses Instagram, les pâquerettes cultivées, les jacinthes, etc., etc. Je te remercie également d'avoir mentionné les difficultés que peuvent représenter les fleurs blanches. Alors pour ma petite contribution, je dirais de beaucoup miser sur les verts, très désaturés, pour créer des ombres. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que signifie désaturé, eh bien c'est le contraire de vif, donc des verts très grisâtres, on va dire. Bien souvent, les pétales blancs ont des reflets verdâtres. Commencer par repérer les zones de blanc les plus pures est également un moyen efficace de commencer sa peinture. Cela permet de se lancer sur quelque chose de facile qui nous servira de repère pour placer ensuite les autres valeurs. Aussi, je te rejoins sur les différents niveaux de difficulté que représentent les fleurs en fonction de leur forme et c'est ce qui est vraiment génial. Quelle que soit notre expérience, on peut toujours trouver un modèle à notre niveau et aussi au degré de challenge que l'on a envie de se donner dans notre séance de peinture. Pour passer aux conseils pour conserver ces bouquets le plus longtemps possible, j'ai le plaisir de partager le message d'Océane.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Océane et je voulais intervenir sur le podcast Tu manques pas d'art de Cindy Barillet. Alors cette semaine, si j'ai bien compris, le podcast porte sur la peinture de fleurs. Alors je suis loin d'être une spécialiste sur le sujet et c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder les vidéos de Cindy et l'entendre parler de sa manière et de ses techniques pour peindre des fleurs. Mais de mon côté, j'aime beaucoup cette période de l'année parce qu'on peut commencer à faire des bouquets. Et si je peux donner quelques conseils de mon humble expérience sur ces bouquets, ou en tout cas sur les bouquets qu'on peut faire soi-même à la maison avec les fleurs de son jardin, c'est avec plaisir, même si je pense que ce sont des conseils qui sont déjà très souvent donnés. Et encore une fois, je ne suis pas une spécialiste. Mais la première chose que j'ai apprise déjà, c'est qu'on ne pouvait pas faire des bouquets avec toutes les fleurs. Donc ça paraît peut-être un peu bête, mais au début j'avais tendance à prendre toutes les fleurs qui me plaisaient, et notamment ce qu'on peut appeler des fleurs donc champêtres, donc des fleurs qui sont un peu plus fines. Ça peut être par exemple, je sais pas, des marguerites, des pâquerettes, des petits coquelicots ou encore des bleuets. Ce sont des très belles fleurs, mais je me suis vite rendu compte qu'en faisant des bouquets ensuite, ou en essayant de les associer à d'autres fleurs, peut-être un peu plus robustes ou un peu plus larges dans des bouquets, elles ne tenaient pas du tout, elles flétrissaient très vite et parfois même elles étaient flétries avant même que je les rajoute à un bouquet. Donc premier conseil, on ne peut pas faire des bouquets avec toutes les fleurs. Ensuite, quelque chose qu'on m'a appris, c'est la découpe des fleurs. Alors, premièrement, donc bon, pour le moment, ça risque pas, sauf si on habite dans une région vraiment très ensoleillée à cette époque de l'année. Mais je sais qu'il faut pas couper ces fleurs de son jardin en plein milieu de la journée, et surtout pas si les fleurs sont en plein soleil, parce qu'elles sont déjà dans un processus de déshydratation, d'assèchement, au fil de la journée, donc à cause de la chaleur et du soleil. Donc les couper à ce moment-ci, ce serait les fragiliser et donc réduire leur potentiel pour qu'elles durent ensuite plus longtemps après avoir été coupées. Donc ce qui peut être bien, moi j'aime bien les couper en fin de journée, le soir, au même moment où justement on peut passer dans son jardin pour arroser la terre quand il a fait vraiment très chaud. Ou sinon très tôt le matin aussi, ça fonctionne. Même si les fleurs sont déjà exposées au soleil le matin, elles n'ont pas encore eu le temps de s'assécher, donc elles sont encore bien vigoureuses de la nuit. Donc déjà, ça peut être une bonne chose. Et ensuite, c'est une amie qui m'avait dit ça, il faut. C'est mieux de couper ces tiges de fleurs pas complètement droit. Je crois que c'est pour permettre à la tige une meilleure absorption de l'eau une fois que le bouquet est mis dans un vase. Ça permet notamment d'augmenter la capacité de rétention d'eau, ou en tout cas d'absorption de la fleur. Donc je les coupe un petit peu en biais. Je crois que j'avais déjà vu ça sur des bouquets de roses, notamment des bouquets que font les fleuristes. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais cette amie m'a dit que c'était justement pour permettre à la fleur de tenir plus longtemps une fois qu'elle était en bouquet. Et toujours pour parler d'eau, justement, j'avais tendance moi aussi à mettre mes fleurs dans un vase qui était beaucoup rempli d'eau. Alors pas jusqu'à ras-bord, mais au moins plus de la moitié. Et en réalité, ça ne sert pas à grand chose puisque la plante va absorber l'eau uniquement par le bout de la racine ou par le bout de la tige qui a été coupée, donc coupée en biais justement. Et faire tremper tout le reste de la fleur dans l'eau n'est pas forcément une bonne idée parce que ce sont pas des fleurs qui sont faites pour être semi-immergées. Donc il vaut mieux mettre un fond d'eau, ou en tout cas quelques centimètres d'eau pour bien recouvrir le bout de la tige qui a été coupée et le renouveler régulièrement. Et il faut le renouveler au moins une fois par jour. Et d'ailleurs, on le remarque très vite que l'eau descend puisqu'elle est absorbée. Et surtout que l'eau qui n'a pas été encore absorbée, souvent c'est un peu de l'eau stagnante et il vaut mieux la renouveler. Et en faisant ça, ça permet encore une fois de rallonger la vie de nos petites fleurs. Et enfin, si j'avais un dernier conseil à donner, mais après c'est une question de goût, je sais que j'aime bien prendre des fleurs qui ne sont pas encore
complètement ouvertes au moment où je vais les mettre en bouquet et je sais qu'elles vont mettre plusieurs jours à s'ouvrir. Donc c'est notamment le cas des lys. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les lys et généralement d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand des lys sont intégrés à des bouquets qui sont faits chez le fleuriste, ces fleurs sont quasiment systématiquement encore fermées et elles vont s'ouvrir et venir agrémenter le bouquet et en plus elles sentent très très bon au fil des jours et ça m'est arrivé de garder un bouquet avec des lys plus d'une semaine et ces fleurs commençaient uniquement à s'ouvrir en fin de semaine et c'est très très agréable parce que du coup on a l'impression d'avoir un bouquet qui dure très longtemps. Et voilà, je crois que c'est tout pour mes conseils pour conserver un bouquet de fleurs maison le plus longtemps possible. Peut-être dernier petit conseil, mais finalement ça s'applique un petit peu à tout. Toutes les plantes qu'on peut avoir, notamment en intérieur, éviter de les mettre près d'une source de chaleur qui les assécherait, comme un radiateur par exemple, ou directement en face de la fenêtre. Faut qu'elles aient de la lumière bien sûr, mais pas qu'elles soient brûlées en fait, que ce soit par la chaleur ambiante ou par les rayons du soleil. Voilà, bien j'espère que vous allez faire de beaux bouquets. Merci beaucoup Océane pour ces précieux conseils. Alors c'est vrai que selon les personnes, ça peut paraître évident, mais je suis absolument certaine que on est loin d'être tous des experts en matière de bouquets et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui auront appris des choses avec ce petit message très intéressant. Alors personnellement, j'adore cueillir les fleurs le matin parce que comme tu l'as dit, après la fraîcheur et le repos de la nuit, elles sont parfaitement hydratées et je pense qu'elles sont beaucoup plus résistantes au choc du changement de conditions qu'elles vont subir quand on va les couper. Bien sûr, plus vite vos fleurs sont mises dans l'eau après avoir été coupées et mieux ce sera. Personnellement, je vais au jardin directement avec mon vase rempli pour cueillir mes fleurs. En général, je fais toujours des petits bouquets, mais après pour les personnes qui ont des jardins très très fleuris et qui font des grands bouquets très élaborés, souvent ces personnes-là, elles prennent carrément des seaux pour pouvoir mettre leurs fleurs tout de suite dans l'eau. Et puis après, elles vont ramener leurs seaux chez elles pour pouvoir confectionner leur bouquet. C'est vrai que la coupe des tiges en biseau favoriserait l'absorption de l'eau et j'ai aussi entendu qu'il fallait recouper les pointes des tiges quand on change l'eau du vase parce que lorsque la coupure a cicatrisé, l'eau sera moins bien absorbée. Donc ça aussi, ça permettrait de prolonger un petit peu la floraison. Après, on peut rajouter à l'eau des petits sachets qui permettent aussi de nourrir les fleurs. On peut mettre du sucre si on n'en a pas. Bon, personnellement, je ne le fais pas, mais je sais que ça se fait assez souvent. Et d'ailleurs, quand on achète des bouquets de fleurs chez le fleuriste, souvent, il y a un petit sachet qui va avec pour nous permettre de profiter de notre bouquet très, très longtemps. Je peux vous conseiller aussi d'utiliser toujours de l'eau bien froide pour votre vase parce que ça va les aider à garder leur vigueur et aussi de couper les feuilles les plus basses pour éviter qu'elles ne pourrissent dans l'eau. Et aussi parce que du coup, ça va moins nécessiter de ressources pour la plante si elle a moins de feuilles à maintenir en vie. Et enfin, tu mentionnais très justement le fait de couper les fleurs lorsqu'elles sont encore en bouton. Et c'est très vrai pour les lys. Après, chaque fleur a son meilleur moment pour être cueillie, donc c'est à nous à connaître les spécificités de chaque variété. Par exemple, pour ce qui est du dahlia, si on le cueille trop tôt, le bouton ne va pas s'épanouir. Donc là, il n'y a pas trop de secret, il faut se renseigner spécifiquement pour chaque fleur que l'on cultive. Alors on va parler de ma petite sélection de fleurs qui font de bons modèles et qui sont faciles à cultiver. Mais avant tout, je vous rappelle que tout le monde peut participer à mes podcasts en m'envoyant un message vocal. Donc l'adresse s'affiche en ce moment, c'est podcast@créeaveccindy.com et le prochain thème sera celui des films mettant en avant un artiste peintre ayant réellement existé. Si vous avez un film à nous recommander, n'hésitez pas à vous enregistrer. Il y a 2 règles à respecter. La première, c'est de ne pas dévoiler d'éléments importants sur l'intrigue du film pour ne pas gâcher le suspense. Et la deuxième, c'est de ne pas dépasser les 5 minutes de message vocal. Donc n'hésitez pas si ce thème vous inspire. Vous pouvez nous dire du coup le nom du film, ce qui vous a particulièrement plu dans ce film, est-ce qu'il y a des acteurs connus, etc. Alors,
Pour ce qui est de la suite de nos fleurs, nous pouvons bien sûr acheter nos bouquets chez le fleuriste, mais pour peu que l'on ait un jardin ou un balcon, il est très satisfaisant de pouvoir faire pousser nos modèles. Et la première fleur dont je voulais vous parler, et qui pour moi est la fleur que je recommanderais aux débutants, aussi bien aux débutants en peinture qu'en jardinage, c'est l'anémone de Caen. J'en ai parlé maintes fois sur Instagram, je vous ai un peu inondé de photos des miennes dans mes stories, mais il faut dire que cette plante est absolument merveilleuse. Ces fleurs ont des couleurs très vives. Parmi les classiques, on trouve la rouge écarlate avec le cœur blanc, la violette bleutée et la rose que je qualifierais de quinacridone. C'est un rose qui est vraiment très très vif. Et il en existe bien d'autres. On en trouve notamment dans des tons pastels. Il y en a certaines qui sont bicolores. Il y a les versions doubles avec les variétés Sainte-Brigitte ou Full Star, etc. Les artistes débutants trouveront probablement plus simples les variétés classiques à gros pétales, dont les bulbes sont d'ailleurs plus faciles aussi à trouver en jardinerie. On peut les planter en automne ou au printemps, en pleine terre ou en pot. Elles ne craignent pas le gel, elles ne nécessitent aucun soin particulier. J'arrose seulement les miennes lorsqu'il ne pleut pas pendant de longues périodes, parce que je vois que le feuillage commence en général à jaunir quand elles ont soif, donc ça me permet d'en profiter un petit peu plus longtemps. Chez moi, elles n'ont jamais eu de problème de maladie, ni de parasites, et pourtant elles sont situées dans un coin qui est très apprécié par les escargots et les limaces. Mais hormis quelques pétales grignotés parfois par quelques chenilles dodues qui passent par là, elles ne semblent pas du tout faire partie des plats préférés des petites bêtes du jardin. Chaque bulbe produit une vingtaine de fleurs. Et cette année, j'ai pu cueillir les miennes dès le mois de février. Alors après, je suis en région angevine, donc j'ai remarqué que souvent mes fleurs étaient en avance par rapport aux autres régions. On va être début avril, elles sont toujours en pleine floraison. Je pense que je vais pouvoir en profiter pendant encore plusieurs semaines. Plus on les coupe, plus la plante va en créer de nouvelles, c'est que du bonheur. Je vous conseille de les couper lorsqu'elles sont encore en bouton, mais il faut qu'ils soient quand même de belle taille, bien développés et colorés. Et alors vous pouvez la garder jusqu'à une dizaine de jours dans un vase. Pour poursuivre dans l'ordre chronologique des fleurs qui s'éveillent dans mon jardin, l'un de mes grands plaisirs de la fin de l'hiver est de voir mes jonquilles s'épanouir. Jusqu'à présent, j'avais la variété classique, entièrement jaune, à longue tige, et aussi en version miniature, je crois qu'elle s'appelle tête à tête. Et ce sont les premières à s'éveiller. Mais en automne dernier, j'ai découvert qu'il existait une multitude de variétés que je ne connaissais pas et que je trouve très inspirantes. Donc j'ai décidé d'en acquérir une ou deux de plus à chaque automne pour me créer une petite collection. J'ai ainsi eu le bonheur de découvrir mes deux variétés plantées en automne 2021, Sabine et aux variations de couleur pêche, et Pink Charm qui est blanche avec la partie centrale rose orangé qui est d'une très grande délicatesse. Je les aime beaucoup toutes les deux. La jonquille a été citée parmi vos fleurs préférées sur Instagram, celle qui est entièrement jaune, monochrome et loin d'être la plus facile à peindre de mon point de vue. Si vous débutez, je vous recommande de choisir une variété bicolore parce que ça va vous aider à faire ressortir la tridimensionnalité du tube central. C'est vrai que sinon ça fait un peu ton sur ton, donc je trouve que c'est pas forcément évident. Les bulbes se plantent en automne, ils ne nécessitent pas de soins particuliers. En principe, plus le temps va passer et plus vos jonquilles seront nombreuses parce qu'elles vont produire de nouveaux bulbes que vous pourrez séparer si vous le souhaitez. C'est conseillé de le faire tous les 4 ans. Cueillez-les lorsque les boutons sont encore fermés mais déjà colorés et faites attention à la sève qui est toxique. D'ailleurs, ne mettez jamais de jonquilles fraîchement coupées dans un vase avec d'autres variétés de fleurs parce qu'elles les feraient faner très rapidement du fait de cette sève. Si vous voulez faire un bouquet de mélange de variétés, il faut d'abord laisser les jonquilles entre elles pendant 3 heures. C'est le temps que la partie coupée cicatrise. Ensuite, vous changez l'eau et ensuite seulement vous rajoutez vos nouvelles fleurs. Évidemment, si vous recoupez le bout des tiges pour prolonger leur durée de vie, vous devrez à nouveau les isoler. La fleur suivante est indissociable de l'arrivée du printemps, il s'agit de la tulipe. Sa forme tridimensionnelle et ses couleurs chatoyantes sont un véritable régal à représenter. Ajoutez à cela la multitude de variétés et de motifs qui existent et vous obtenez une source inépuisable d'inspiration qui
qui en prime ne nécessitent pas de soins particuliers pour fleurir, hormis d'être arrosés si la météo est très sèche. J'étais persuadée que c'était pas nécessaire de les arroser, mais l'année dernière, j'ai eu la surprise de voir des boutons de tulipes en pleine terre sécher avant de s'ouvrir suite à un mois de mars assez sec dans ma région. Et du coup, je peux vous dire que cette année, je les bichonne et que suite à l'épisode chaud et sec que nous avons eu, elles ont eu droit à des petits arrosages. C'est encore une fois un bulbe à planter en automne assez profondément. En général, on compte minimum 3 fois la hauteur du bulbe et de préférence dans un endroit ensoleillé, voire mi-ombre. À la différence de la jonquille, elle a tendance à perdre de sa vigueur d'année en année et il est d'usage de remplacer ces bulbes tous les 4 ans, ce qui permet aussi d'essayer de nouvelles variétés au passage. Pour vous assurer de garder vos tulipes et toutes vos plantes à bulbes le plus longtemps possible, ne coupez jamais les feuilles avant que celles-ci ne soient entièrement séchées. Lorsque la floraison est passée, le bulbe nécessite beaucoup de photosynthèse pour pouvoir reconstituer ses réserves nutritives et il ne peut le faire que par le biais de son feuillage. Donc si vous coupez les feuilles, eh bien vous l'empêchez de se reconstruire, donc vous mettez en péril la prochaine floraison. Sachez aussi que si vous coupez vos tulipes pour en faire un bouquet au lieu de les laisser s'épanouir sur la plante, le bulbe sera bien moins épuisé parce que c'est le processus de floraison qui lui demande le plus de ressources. Pour les garder une bonne semaine en vase, les tulipes se coupent lorsque les boutons sont bien fermés et à moitié colorés. La petite particularité, c'est que la tige continue à pousser en hauteur une fois coupée. Si vous voulez éviter qu'elle ne s'affaisse rapidement une fois coupée sous l'effet de la pesanteur, je vous recommande de les envelopper dans du papier pour les maintenir en position droite pendant quelques heures. C'est juste le temps qu'elles soient bien hydratées par l'eau du vase et ensuite elles se tiendront beaucoup mieux. Nécessitant plus d'espace, les iris se cultivent plus difficilement en pot, hormis bien sûr les variétés naines. Si vous avez suffisamment de surface pour eux, en revanche, ils formeront au fil des ans des bouquets de plus en plus généreux. Idéalement, on plante les iris en été, mais j'ai planté les miens au début du printemps par ignorance et ils ont très bien pris. J'ai même eu 1 ou 2 fleurs quelques semaines après, alors qu'on m'avait dit qu'ils ne fleuriraient sûrement que l'année suivante. C'est une plante qui est très rustique, elle se multiplie plus ou moins rapidement selon les variétés. Pour vous donner un exemple, ma variété Stellata a produit pas moins de 30 nouveaux plants dès la 3e année. Alors qu'une autre de mes variétés en est à 6 nouveaux pieds seulement en cette 4e année suivant leur plantation. J'ai lu qu'elle était sensible aux limaces, mais les miens sont dans le parc de mes poules, donc il n'y a absolument aucune limace qui puisse survivre très longtemps dans cet espace. D'ailleurs, si vous avez des poules, sachez qu'elles cohabiteront très bien avec vos iris. Il faudra juste les protéger lorsque vous allez les planter, parce que nécessairement, il y aura de la terre retournée autour des pieds, et en fait, c'est ça qui les attire et qui leur donne envie de gratter. Il suffit de poser des morceaux de grillage à poules à plat sur le sol autour des plants et les poules ne peuvent pas gratter à cause des mailles. Et entre parenthèses, j'ai fait pareil pour certaines de mes tulipes qui s'épanouissent sans aucun problème parmi mes poulettes. Et comme mes poules ont beaucoup d'espace, eh bien ça m'a permis d'égayer grandement une partie du jardin qui leur était consacrée. Pour diviser les iris, on prélève des morceaux de rhizome durant l'été pendant que la plante est au repos. Il est mieux de cueillir les tiges florales lorsque le premier bouton est sur le point de s'ouvrir, donc celui qui se situe le plus en bas de la tige, et ensuite les autres s'ouvriront les uns après les autres, tandis que les premiers se faneront. En général, on peut garder ces iris une semaine en bouquet, mais il faut savoir que ces fleurs ont tendance à salir rapidement l'eau du vase, donc il faudra simplement penser à la changer régulièrement. On passe à la fleur suivante, la star de l'été dans bien des jardins et pour cause. Le dahlia se décline en une myriade de couleurs, de grosseurs, de formes de fleurs, de grandeurs de tiges. Cette plante à floraison très généreuse et de culture relativement simple. J'en ai cultivé dans différentes conditions, dont un endroit où il y a plus de sable que de terre dans mon jardin. Et à chaque fois, j'ai pu profiter de nombreuses fleurs et d'un feuillage sain et vigoureux. Au soleil, à la mi-ombre, tout va bien pour le dahlia. Alors comme pour toutes les plantes, plus le sol est riche et plus la plante sera belle, donc une poignée de compost leur profitera grandement.
La petite chose à savoir pour pouvoir garder ces dahlias au fil des ans, c'est que dans les régions froides, il faudra retirer les bulbes de la terre en automne pour leur faire passer l'hiver à l'abri du gel, par exemple dans un garage, et puis on les replantera au printemps. Chez moi, dans l'ouest, j'ai des petites gelées. En général, ça dure jamais très longtemps et ça dépasse rarement moins 2 degrés. Et je laisse mes dahlias passer l'hiver en terre sans aucun problème, ils reviennent tous les ans. Parmi les variétés de dahlia, la forme pompon est sans conteste la plus difficile à représenter en raison de la forme psychédélique de ses pétales qui sont recourbés vers l'intérieur. Elle est sublime, mais c'est juste que si on veut la faire vraiment dans les détails, c'est très chronophage et je pense que ça demande quand même un petit peu d'expérience. Mais il existe des formes bien plus simples, comme le dahlia cactus, qui est un plaisir à peindre à la gouache pour moi, ou le dahlia simple, qui a des gros pétales et puis un joli cœur coloré. Ils font de magnifiques bouquets. Malheureusement, ils dépasseront rarement une semaine. Attention, comme je l'ai évoqué précédemment, ils ne se développeront que très peu une fois qu'ils ont été coupés. Donc, on évite de couper les boutons et on choisit les fleurs qui sont déjà presque complètement épanouies. Dès le printemps, et pour pouvoir en profiter pendant l'été, j'adore semer les tournesols. On pense tous au tournesol classique, avec ses magnifiques pétales jaunes dorés et son cœur chocolat qui était si cher à Vincent van Gogh. Mais sachez qu'il existe bien d'autres variétés. Il y a les tournesols nains qui tiennent moins de place au jardin et que je trouve particulièrement mignons. Les miens faisaient une petite 50aine de centimètres de hauteur. On trouve de très gracieux tournesols très hauts dont chaque tige porte plusieurs fleurs qui sont plus petites que celles de la variété classique cultivée par les graines. Alors par contre, je ne connais pas du tout le nom de cette variété-là. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Et il y a aussi le merveilleux tournesol rouge pour lequel j'ai eu un coup de foudre en le croisant dans un jardin. Et cette année, je veux absolument en semer. On trouve toute une variation de fleurs jaunes, orangées, rougeâtres, rouge foncé, mais aussi le curieux tournesol teddy bear que je qualifierais d'énorme pompon jaune. Bien qu'on ne puisse pas le conserver d'une année sur l'autre, je trouve le semis assez simple et j'aime le fait que l'on puisse le réaliser directement en pleine terre dès le mois d'avril. Pour profiter le plus longtemps possible en vase de vos tournesols, ceux-ci se coupent dès que les premiers pétales se déploient. Alors je vous ai demandé sur Instagram de me citer les fleurs que vous préfériez cultiver et peindre. Vous m'avez répondu les pivoines, magnifique modèle, très longue à s'installer malheureusement car en général il faut leur laisser plusieurs années avant de profiter d'une belle, vraie floraison. Les miennes ont 5 ans et l'une d'elles a commencé à fleurir seulement l'année dernière pour sa 4e année. On la coupe quand le bouton est un peu souple au toucher mais encore vraiment bien fermé. Et il pourra grossir et s'épanouir dans son vase sans aucun problème. Comme le disait Océane, ça permet de profiter vraiment longtemps de ces fleurs coupées. Et d'ailleurs, comme Océane l'a également cité, vous m'avez cité le lys que je n'ai jamais cultivé, mais dont je trouve les fleurs absolument somptueuses. Les orchidées ont également été citées. Elles font partie des modèles très variés dont on profite souvent de la floraison pendant très longtemps. Les roses, bien sûr, on les adore. Les cosmos, que Emma avait cité également parmi les plantes faciles à semer et que donc on doit semer tous les ans. Les renoncules, les pavots, les hortensias, les lilas, etc., etc. Alors on conviendra, je pense que les fleurs sont une source d'inspiration absolument inépuisable. Et dans mon cas, elles font partie des sujets vers lesquels je reviens constamment. N'hésitez pas à nous parler de vos variétés préférées dans les commentaires. Vous pouvez aussi me donner des idées de sujets pour les prochains podcasts. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. La semaine prochaine, je vous emmène peindre les goganes au pastel sec en plein air. Connaissez-vous la gogane ? Non ? Alors à jeudi prochain pour découvrir cette fleur très singulière. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et sur ces bonnes paroles, mes chers amis jardiniers, bonne peinture à tous et à très bientôt pour de nouveaux partages.